Mes amis, bien le bonjour. Je vais vous dire aujourd'hui des choses que personne ne dit sur la cybersécurité. On a piraté beaucoup de comptes ces derniers jours en France. Il y a d'abord France Travail, 1,6 million de fichiers clients qui ont été volés. Et c'est pas le premier piratage, hein. On en est, je crois, à 5 ou 6 sur les 2 dernières années. Donc ça commence à devenir une tradition. Toutes les quelques semaines, il y a des pirates qui arrivent, pillent tout et repartent. Et puis on a aussi les autres là de la fédération française de flingage, donc la fédération de tir sportif, où on leur a volé des fichiers avec les adresses, les types d'armes, nom, prénom, tout ça, la totale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un cambrioleur, il va regarder sur une carte, il va se dire, bon, j'ai envie de telle arme, et j'ai pas envie de rouler plus que 50 km par exemple, dans un rayon de 50 km de mon lieu de résidence, dis-moi quels sont les lieux disponibles. Et il peut, de cette manière, chirurgicalement, viser des détenteurs d'armes qui aujourd'hui ont le Traxir, et on peut le comprendre. Il y a des armes qui sont sous leur responsabilité, qu'on peut leur voler, parce que leur fédération, qui visiblement garde des données, alors qu'elle n'est pas à la hauteur de ces données-là. On a de plus en plus aujourd'hui d'entreprises, de fédérations, d'administrations qui accumulent des données, mais après elles disent oui, on est désolé, ces parties c'est dans la nature. Alors je vais te dire le problème auquel on est en train de faire face aujourd'hui, c'est que autant si par exemple tu m'écris en me disant oui, on nous a volé les mots de passe, faut changer le mot de passe, ok, je peux changer le mot de passe. Mais avec des entreprises et des administrations qui demandent même des données biométriques, si on leur vole les données, moi je fais quoi? Je vais faire une chirurgie esthétique pour changer ma tête? Je vais faire une chirurgie pour changer mes empreintes? Tu vois ce que je veux dire? Il y a une demande de plus en plus et un stockage massif de données, mais au fond, on réalise que ces entités ne sont pas capables de les garder. Alors, j'aimerais vous dire un truc aujourd'hui. Pourquoi ces piratages sont en train de se faire de plus en plus et pourquoi ça sera de plus en plus fréquent dans le futur. Ça ne va pas revenir en arrière, ça va encore s'accélérer et je vais vous dire pourquoi. J'ai travaillé dans la cybersécurité, vous le savez, j'ai passé quelques années dans la cybersécurité. D'ailleurs, c'était à la fin de ma carrière dans la tech. C'est là où le dégoût, si tu veux, est arrivé à un tel niveau que j'ai décidé de quitter le milieu. Je crois que c'est la cybersécurité qui m'a... Mais même, j'étais assez entamé sur le reste de mon parcours. Mais après avoir passé du temps en cybersécurité, c'est là où j'ai décidé de partir. Alors, je te raconte. Il y a une dissymétrie entre l'attaque et la défense. Je te donne quelques points de dissymétrie, je te laisse réfléchir dessus. Premièrement, quand tu travailles dans le piratage, si tu regardes les pirates comment ils travaillent 100% du temps à pirater. Ils font rien d'autre. Ils sont là, ils ont leurs ordinateurs, et puis ils bossent seuls, ils bossent en groupe, tout ça, et ils cherchent à hacker des systèmes. Quand j'ai travaillé dans la cybersécurité, je peux te dire qu'il m'est arrivé des fois pendant un mois entier à faire des choses qui étaient très latérales, qui n'avaient rien à voir avec mon métier. Alors, je te donne des exemples. Tu arrives le matin, on va te dire oui, à la fin de la semaine, on a un comité d'éthique et on a une réunion. Est-ce que tu peux nous aider à faire un PowerPoint pour faire une présentation? Et puis, idéalement, on devrait aussi leur faire un PDF qu'on va leur donner également, qu'ils prennent avec eux. Tu sais que tout le monde va dormir durant la présentation éthique en PowerPoint. Tu sais que le PDF, personne ne va le lire, mais il y a des cases à cocher dans l'entreprise. Donc, tu passes la semaine dessus. La semaine d'après, tu arrives le lundi matin, tu as les ressources humaines qui ont envoyé plusieurs formations obligatoires. Il y en a une sur la corruption, il y en a une sur l'égalité des genres, il y en a une sur je sais pas quoi. Et puis, tu vas passer ta journée à cliquer pour essayer de passer ça et le laisser derrière toi. Donc, il y a, dans le monde de l'entreprise comme dans le monde de l'administration, des perturbations sans arrêt qui font que, finalement, les gars qui t'attaquent sont très focalisés sur leur mission, toi, tu es complètement dispersé. Autre chose. Quand tu regardes les ordinateurs des hackers, ils bossent, ils ont plusieurs machines, typiquement. Les machines tournent ouvertes, n'est-ce pas? Je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais, je crois, 3 ou 4 machines, d'accord? Leur boîtier était ouvert parce que, comme elles étaient overclockées toutes, et puis changer le matériel, etc. Donc, bon, ben voilà, c'est des machines qu'on ne pouvait pas fermer. Elles restaient tout le temps ouvertes. J'avais acheté un ventilateur, un vieux ventilateur métallique, gros comme ça, au Galta du CSP à Lausanne, pour ceux qui connaissent, celui d'Apalu. Et en fait, il y avait des vis qui tournaient,
qui tournait sans la cage, juste pour te dire. Pour refroidir les systèmes, il fallait beaucoup de flux. Donc il fallait aérer, d'accord, hein, très dangereux, il ne faut jamais faire ça. Mais bon, c'est une autre époque. Il y avait des choses qui étaient permises, elles ne le sont plus aujourd'hui. Un truc, quand tu es dans le monde du hacking, et tu as 3 ou 4 ordinateurs dans ton bureau, plus une douzaine de serveurs, et des dizaines de sessions SSH ouvertes, et RDP et tout ouvertes à droite, à gauche, tu fais tout ce que tu veux pour l'attaque. Le moindre outil dont tu as besoin, double-clic, tu l'installes, tout de suite. Tu as besoin de l'installer, tu as besoin de le compiler, tu as besoin de l'écrire, tu as besoin, c'est pas important. Tu ramènes tes outils, tu les déploies. Si tu regardes au niveau des défenseurs, on te donne un laptop ThinkPad, d'accord? Eh bien, quand tu l'ouvres, tu réalises que tu n'es pas admin dessus, que tout est verrouillé, tu vois. Tu réalises que, par exemple, si tu as besoin d'installer Wireshark ou TCP/dump, c'est juste des outils de sécurité, tu as besoin d'en parler à ton management, qui lui va parler à la direction qui s'occupe du matériel, qui doit parler à celle qui s'occupe de la compliance, qui va te demander plusieurs emails, plusieurs formulaires à remplir. Après, ils vont te dire non au bout de 3 semaines, tu vois. Donc, encore une fois, je suis en train de te montrer une dissymétrie entre des gens qui sont focalisés sur leur mission, qui ont tous les outils dont ils ont besoin, et des gens qui sont dispersés et qui sont pieds et poings liés. Tu vois, ils ne peuvent pas juste défendre comme ça. Deuxièmement, ce qu'on constate également, c'est la rigidité mentale. Quand tu es dans l'attaque, tu attaques par tous les moyens. Il n'y a pas de règle. Je ne suis pas en train de jouer au tennis avec toi. Il n'y a pas de règle où je dois taper sur la balle d'une certaine manière et toi d'une certaine manière. Non, non, non. Il n'y a strictement aucune règle. La seule règle, c'est arriver au but. Par n'importe quel moyen. Légitime ou pas légitime. Il n'y a même pas de notion de légitimité. Du moment que tu peux arriver au but, tu arrives au but. Simple. Lorsque tu es de l'autre côté, lorsque tu es dans la défense, tu es bloqué par des règles, tu es bloqué par de la conformité, tu es bloqué par exemple, je vois surtout ceux qui arrivent, les jeunes qui arrivent dans la cybersécurité, ils les forment par des tables, hein, les tables comme le framework Mitre Attack et d'autres. Alors tu as le Mitre, tu as une table, hein, des colonnes, après le type d'attaque et tu as des chiffres. Ah oui, bon là, regarde, tu as un brute force, alors c'est, je sais pas moi, T 0 1110 ou un truc comme ça, je dis n'importe quoi. Et puis, tu notes, et puis là, tu as un playbook, regarde, si tu as ça, tu fais un playbook, tu cliques ici, machin. Bon, d'accord, c'est bien sympa tout ça. Sauf que c'est peut-être bien au début, quand on est formé, c'est peut-être bien comme aide-mémoire. Mais le problème, c'est que après, ça crée un système rigide. Ça signifie les attaquants avancent avec l'esprit libre, complètement, détachés de tout système, là où les défenseurs, eux, réfléchissent avec des cases. Ok, donc ils sont dans leur case, avec leur rapport, leur playbook, leur machin, et ils se font avoir. Ok. Autre chose. On arrive à autre chose. La répartition des tâches. Quand tu arrives dans une entreprise, aujourd'hui, c'est des systèmes qui ont été créés. Le premier ordinateur peut-être a été installé il y a 40 ans. Aujourd'hui, tu en as des milliers, des serveurs, des câbles, des renvois, tu as un data center ici, un data center en local. Tu as des services cloud, tu as des applications, de la virtualisation, tu as des leased lines, tu as des MPLS, tu as des machins, tu as des lignes téléphoniques, n'importe quoi. Hein. Tout ça, tu peux trouver jusqu'à aujourd'hui dans plein de systèmes. Ok. Au bout d'un moment, tu as un système que personne ne comprend. Il y a un degré de complexité qui n'est pas de ce monde. Donc, quand tu es dans l'entreprise, chacun va travailler sur son périmètre restreint. Celui qui fait de la virtualisation fera que la virtualisation. Celui qui travaille sur Linux, moi je fais des Linux, je m'en fiche des restes Windows, tout ça, voilà, c'est pas mon problème. Celui qui fait de la gestion de cloud Amazon, bon, il fera de la gestion de cloud Amazon, il s'en fiche du reste. Ça crée une vision qui est morcelée chez chaque intervenant. Pourquoi? Parce que la boîte, c'est juste trop compliqué. Et de toute façon, on ne va pas rester 1000 ans. Hein. Je suis dans une boîte, je reste 18 mois, 2 ans, je me dégage, donc je n'ai pas besoin d'apprendre par cœur tout ce qu'ils font. Le hacker, lui, n'a pas de restriction dans ce sens, n'a pas de restriction fonctionnelle. Donc, quand il va commencer à explorer, parce que toute attaque commence par une exploration du périmètre. Tu commences par détecter quelques IP, commencer à faire des scans gentils, regarder des ports ouverts, essayer de faire du fingerprinting, essayer d'identifier qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui écoute. C'est juste le b.a.-ba. Oui, il y en a même qui se déplacent ou qui téléphonent ou autre, mais ça, c'est encore un autre niveau. Donc, je disais que quand tu regardes, le hacker peut finir par connaître mieux le système tech de la compagnie que la compagnie elle-même. D'accord? Parce que lui peut travailler longtemps dessus,
Et lui, bon, il peut acheter aussi un fichier quelque part sur le dark web avec toute la structure. Hein. J'ai vu des fichiers se vendre. Tu as leurs adresses IP, leurs mots de passe, les ports ouverts, tout. Tu as tout le système qui est déjà fait pour toi. Après, tu peux aller plus loin. Mais je te garantis que l'entreprise elle-même n'a pas ce genre de documents aussi à jour et aussi pointu, tu vois. Donc il y a ce problème également. Autre chose, dans le monde des hackers, les gens sont reconnus comment? Le monde des hackers est un monde méritocratique. Les gens sont reconnus pour les gros coups qu'ils font. Hein. Ah, un tel, c'est lui qui a fait sauter telle boîte, c'est lui qui a défacé tel site, c'est lui qui a réussi à faire ça. Ok, c'est comme ça qu'ils sont reconnus. Dans une boîte, ils sont reconnus comment? Dans une boîte, ben, c'est par le népotisme, l'amitié avec le management, les échanges sur WhatsApp personnel à 23 heures, les petits verres, tout ça. Bon, voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, on a un système méritocratique d'un côté. Donc, sur le plan darwinien, ça crée un système où tu as les plus forts qui vont être les plus en avant, qui vont le plus monter, qui sont le plus respectés, auxquels on fera le plus confiance, auxquels on donnera de plus en plus de crédit, on leur ouvrira des forums fermés, on leur ouvrira des trucs trop sympas et tout. Là où, sur le côté des défenseurs, bon, ben voilà, quoi. Tu remplis des PowerPoint toute la journée, tu remplis des formulaires, et puis tu démoralises devant ton PC. D'accord? Et pour ajouter le clou sur le cercueil, pour finir, c'est que quand tu regardes du côté de l'État, les gens sont très mal payés. Ça veut dire que si on regarde au niveau de la cybersécurité chez les entreprises privées, on a des salaires énormes, des salaires à 6 chiffres. J'ai vu en France des salaires supérieurs à 200 000 euros, tu vois, pour des experts seniors. Donc là, on a ce niveau de salaire. Donc ça attire des gens très seniors. Mais quand tu regardes chez l'État, tu n'auras jamais ça. Parce qu'il y a l'administration qui a une grille de salaire. À la rigueur, ils sont gentils avec toi, ils te donnent des chèques resto où tu peux t'acheter des bonbons avec. Tu vois. Donc, forcément, ils ne vont pas attirer des talents exceptionnels. Ils vont peut-être attirer des gens qui cherchent la stabilité ou qui veulent juste devenir fonctionnaires et tout ça, mais ils vont pas attirer le même niveau de rachamim que tu trouves dans le privé. Donc voilà, donc quelque part, je ne vois pas de solution à ça. Je te donne juste un exemple tout bête. J'ai vu que, même si je ne connais pas le modus operandi exact, j'ai vu que chez France Travail, on a réussi à leur voler 1,6 million de fichiers d'utilisateurs parce qu'on a compromis un compte d'agent. Okay. D'accord. Un compte agent, okay, réussit à accéder à 1,6 million de fichiers clients sans que ça ne choque personne. Il n'y a pas de throttling, il n'y a pas de rate limiting, il n'y a pas de monitoring de log automatique, il n'y a pas de monitoring de volume, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien qui choque. Hein. Si on prend tous les agents qui font leur travail de la journée, on met des histogrammes, il y a celui-là qui a accédé à 6 fichiers, celui-là à 12, celui-là à 10, celui-là à 9, et celui-là à 1,6 million, ça choque personne, ça. En réalité, ça n'existe pas, ce graphique. D'accord? Il n'y a pas de log, il n'y a pas d'analyse de log, il n'y a pas de système qui monitore et qui se dit, il y a une anomalie ici, tu vois? Je te garantis, dans le privé, ça ne marche pas comme ça. Dans le privé, si habituellement, les utilisateurs ou les usagers prennent 20, 30 fichiers par jour, et s'il y en a un qui prend 100 d'un coup, ça va déclencher quelque chose. Ça va déclencher une restriction, un timer, un email, quelque chose quelque part. Ce n'est pas possible. Le fait qu'avec un contingent, on ait réussi à prendre autant, c'est que le système est complètement... c'est totalement ouvert, quoi. Il n'est pas au niveau de sécurité de 2025, c'est pas possible. Il y a 10 ans, ce genre d'attaque n'était pas possible. Je dis dans des systèmes sérieux, il y a 10 ans, ce n'était pas possible. Il y a 15 ans, ce n'était pas possible. Alors quand tu vois ce genre d'attaque déployée en 2025, tu te dis, les mecs, ils vivent encore en 1999, quoi. C'est pas possible. D'autant plus, je te donne une menace aujourd'hui qui existe, vraiment. Dans le cas qui nous intéresse, France Travail, il semblerait qu'on a volé le compte d'un agent. D'accord? Je te dis ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le dark web. Un des points très importants. Il y a des groupes de criminels, de cybercriminels, qui louent des comptes d'employés légitimes. Tu sais ce qu'ils disent à l'employé? Tu nous donnes ton compte, tu nous donnes ton mot de passe, ton login, tu nous laisses 1 heure. On va te virer en crypto, je sais pas moi, on va te virer 4 000 euros. On va te les virer en crypto. D'accord? Ni vu ni connu. Tu nous laisses 1 heure, au bout d'1 heure, tu déclares qu'on t'a volé ton mot de passe, par exemple. Tu déclares qu'on t'a volé ton laptop ou qu'on t'a volé ton téléphone de travail. Juste, tu déclares ça au bout d'1 heure. Laisse-nous 1 heure seulement. Donc, c'est pour ça qu'on a
aujourd'hui ce qu'on appelle des périmètres zéro trust. Ça signifie des périmètres où on ne se méfie pas uniquement de ce qui vient de dehors, mais on crée aussi des limites et des restrictions, même par rapport à ce qui est à l'intérieur. Parce que tu n'es pas à l'abri de quelqu'un qui va... Moi, je travaille dans une entreprise où il y a un gars, il avait pompé, il avait ramené un disque dur externe, il a pompé tout le fichier client de l'entreprise. Bon, il a été gaulé plus tard, mais il arrive, plug, il pompe tout. Tu vois, toute la base de données, il l'a prise avant de partir. Et de plus en plus de gens font ça d'ailleurs. Tu vois. Donc, voilà, je voulais juste te dire que je suis assez choqué de ce qui est en train de se passer. Mais, vous savez, l'État est par essence incapable. L'État est un incapable. Il est juste là pour utiliser la violence légitime, donc il vit de la violence, il ne vit pas dans la concurrence, il ne vit pas dans un marché libre, quelque part. Donc, il impose les choses. Hein, il n'y a pas un France Travail privé, un France Travail étatique et tout ça, et puis tu peux choisir, tu ne peux pas choisir. Et malheureusement, c'est une catastrophe, parce qu'on voit une incompétence chronique aujourd'hui. Et à l'âge de l'intelligence artificielle, ceci va empirer. Je vais dire pourquoi. Parce que l'intelligence artificielle abaisse le niveau d'accès aux outils de piratage. Parce que tu as plein de, ce qu'on appelle des scripts qui disent, tu as plein de gens qui vont... Parce qu'en réalité, le danger d'une attaque ne vient pas nécessairement de son existence théorique. Des fois, tu vas voir qu'il y a des... Et ça, dans les entreprises, on adore, hein, ils passent leur temps à parler de ça. Un POC, quelqu'un, dans un laboratoire, a réussi à démontrer que, en faisant ça, et dans telle condition, des fois, ils utilisent 12 conditions, il a réussi à pirater un compte sur Windows 2025. Bon, ok. Quand tu regardes comment il a fait et ce qu'il faut comme condition, tu vois que c'est complètement théorique, c'est une vue de l'esprit, son attaque. Mais ça, il y a des entreprises qui passent, font des meetings sur ça. La réalité, c'est que cette attaque n'a aucune valeur tant qu'il n'y a pas d'outils pour pouvoir la déployer facilement. Parce que quand il y a des outils qui sont émis, donc des outils publiés, ça abaisse le niveau d'accès à cette attaque, le niveau de technicité, le temps qu'il faut et la compétence qu'il faut. Et donc là, tu as beaucoup de personnes. Tu peux avoir des jeunes de 15 ans qui savent des fois même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils téléchargent un outil, ils rentrent une plage d'IP, ils cliquent, ça scanne, ça lui montre 12 IP, ça lui dit ça c'est vulnérable, clique sur cette IP, envoie tel paquet, clique, le système de l'autre côté tombe ou le système de l'autre côté lui donne la main. Il n'a même pas besoin de connaître les détails exacts de la vulnérabilité. C'est déjà codé pour lui. Et avec l'IA, il devient de plus en plus facile de coder ce genre d'outils et développer ce genre d'outils. Donc, ça facilite beaucoup les choses. C'est pour ça que, voilà, à l'avenir, je vois pas une amélioration nette juste comme ça, quoi. Enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, ça va pas, on va pas changer le monde. Mais je pense que l'État déjà, s'il commençait à respecter un petit peu les choses, hein, ça signifie par exemple exiger moins de données, les garder moins longtemps, peut-être les mettre dans des silos différents, peut-être essayer de sortir de sa façon de travailler. Je vous donne un dernier exemple pour la route. Tu sais que l'État, très souvent, achète des solutions de sécurité qui sont obsolètes. Ah, je t'assure, obsolètes, payées par des millions de l'argent des contribuables. Argent prélevé par la force. Et c'est parce que l'argent est prélevé par la force qu'il est distribué, il est dilapidé comme ça, parce qu'il n'a aucune valeur. Parce qu'il peut prendre autant d'argent par la force, et il peut le griller comme il veut. Pourquoi? Je te raconte. L'État, quand il veut acheter, mettons, il veut acheter des firewalls, aujourd'hui. Il veut acheter des firewalls, ok. Donc, ou des solutions de sécurité, peu importe. Il va émettre un cahier de charge. Il y aura des entreprises qui vont répondre au cahier de charge. Après, ça peut mettre 1 an, 18 mois. Questions, réponses, analyser, tout ça. Après, une entreprise, mettons, elle est retenue, ou des fois plusieurs entreprises sont retenues sur divers segments du cahier de charge. Après, il faut livrer. Mais pour livrer, il faut travailler avec des comités qui s'occupent du déploiement, de la conformité, du climat, du score social, de l'inclusivité. Sérieux, hein, je te raconte pas de blague. Et en fait, des fois, on est 4 ans plus tard. Hein, on est 4 ans plus tard. Sachant que eux-mêmes, l'État, pour émettre le cahier de charge, pour émettre l'appel d'offres, ils n'ont pas juste, ils ne sont pas réunis une fois, ils ont cliqué, ils l'ont émis. Non, ils ont mis des fois eux-mêmes en interne 18 mois pour émettre cet appel d'offres. Ça signifie que l'appel d'offres se base sur des au moment où il sort, il a déjà 18 mois de retard. Pourquoi on leur livre des solutions pourries, has been, obsolètes? Parce qu'on ne peut pas changer par la suite. Parce que si on remporte
le marché. Okay, on remporte le marché mettant sur notre dernière mouture de notre dernier logiciel version 10. Mais qu'au moment où on arrive à la livraison, ben on est déjà à la version 14 ou 15. Et que cette version est beaucoup plus puissante, que cette version tient compte des problèmes d'aujourd'hui, des attaques d'aujourd'hui, pas des attaques qu'il y avait avant le Covid. Eh bien, on ne peut pas changer. Parce que si on change, ça peut faire collapser, ça peut faire effondrer toute l'offre. Et il va falloir renégocier à partir de zéro. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur vend. Hein, c'est comme si tu veux acheter une voiture neuve, mais que tu mets tellement de temps à décider, et puis tu es tellement psychorigide sur ta manière de travailler, que finalement on te donne aujourd'hui une voiture dite neuve, mais en réalité elle est sortie d'usine en 2017. Voilà, voici ta voiture neuve. D'accord? C'est ça le problème. Et ça, c'est l'État. Voilà. Donc franchement, honnêtement, je vais te dire un truc pour finir, plus tu travailles avec l'État, plus tu interagis avec l'État, plus tu deviens anarchiste, quoi. Plus t'as pas envie d'avoir l'État dans ta vie, quoi. Enfin, c'est comme ça et pas autrement. Merci mes amis en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, et faites gaffe à vos données, et on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.